7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h41, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes intellectuel, vous êtes aussi un homme de radio, puisque vous êtes notre camarade, vous animez l'émission Réplique sur France Culture. Il faut décrire aux auditeurs ce qu'est une arrivée d'Alain Finkielkraut dans un studio. Et il y a toute une série de livres, de notes. Alors j'aperçois le bouquin de Jacques Julliard, Allons-nous sortir de l'histoire. Alors celui-ci, je ne le connais pas, c'est la Déclaration de Paris. Bref, vous avez toute une série de notes. Moi, j'ai votre livre, car vous en publiez un. Il s'intitule « À la première personne ». Il est publié chez Gallimard et c'est un ouvrage où vous retracez votre trajet intellectuel avec un certain nombre de confessions personnelles. C'est la première fois que je les lisais, et sur vos parents, sur la manière dont ils vous ont ou dont ils ne vous ont pas raconté leur histoire, vos amitiés intellectuelles. J'ai découvert ce qui vous liait à Michel Foucault, Milan Kundera, Barthes. Et puis, il y a cette phrase sous forme peut-être de conclusion, mais aussi de thème général réactionnaire, disent-ils. C'est effectivement l'une des étiquettes que l'on vous accole. Est-ce que celle-ci vous gêne, Alain Finkielkraut? Qu'est-ce que ça veut dire réactionnaire? Bref, en quoi ce mot est-il encombrant pour vous? Écoutez, ce n'est pas un concept, c'est une étiquette, dites-vous, c'est même un label d'infamie. On m'appelle réactionnaire pour me disqualifier au moment même où on me qualifie. Le retour du mot de réactionnaire s'est fait en 2002 avec le livre de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre. On dresse des listes noires aujourd'hui, depuis la parution de ce livre. Sur ces listes noires figurent les réactionnaires et les racistes avec lesquels on ne doit pas débattre. Alors, donc, évidemment que je récuse ce terme, je ne cherche pas mon bonheur dans l'ancien régime, puisque c'était ça la réaction. C'était le rêve d'un retour à l'ancien régime. Il n'en reste pas moins que je revendique très fort le droit à la nostalgie. Il est barbare de vouloir criminaliser ce sentiment aujourd'hui. Je pense à ces vers magnifiques d'Apollinaire. Passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Et quand je me retourne, je m'aperçois en effet que les rues, c'était mieux avant le téléphone portable. Je m'aperçois que le débat, c'était mieux avant les listes noires dressées à intervalles réguliers par les organes de la vigilance. Les paysages, c'était mieux avant la multiplication des zones commerciales, et l'extension indéfinie du périurbain. Les vaches, les cochons, les poules vivaient mieux avant l'élevage concentrationnaire. Oui, je le dis, et je pense plus fortement encore à Camus, son discours du Nobel, 1957, toutes les générations se croient vouées à refaire le monde. La nôtre, c'est bien qu'elle ne le refera pas. Sa tâche est peut-être plus grande, empêcher que le monde ne se défasse. Je ne suis pas réactionnaire, je suis partisan d'une écologie générale, sauver la terre, mais pas seulement la terre, la langue, qui est en très mauvais état aujourd'hui, la culture, le silence et la beauté du monde. Mais alors, vous dites que c'était mieux avant, mais lorsqu'on lit à la première personne l'ouvrage que vous publiez aux éditions Gallimard, Alain Finkielkraut, vous évoquez par exemple votre mai 68, vous dites que vous n'étiez pas mauvais en langue de bois, que vous vous y connaissiez en langage trotsko-marxiste, je ne sais pas quel terme. Non, j'étais pendant quelques semaines, j'étais plutôt Mao, pour des raisons d'ailleurs que je n'arrive toujours pas à élucider. Dans le catalogue qui m'était offert, j'ai choisi, en mai 68, la voie maoïste.
trop chinois, comme on disait. À cette époque-là, j'imagine que les controverses, la manière dont on traitait ses adversaires politiques étaient assez peu amènes. En quoi peut-on considérer qu'aujourd'hui, la controverse est plus dure que celle à laquelle vous aviez affaire alors? Oui, écoutez, moi je n'ai pas de nostalgie particulière de 68. L'événement majeur de 68, pour moi, ce n'est pas les barricades de mai, c'est l'écrasement du printemps de Prague et la parution de la plaisanterie de Milan Kundera. Il n'en reste pas moins qu'il y avait quelque chose de beau dans ces événements. Plus de voitures, parce qu'il n'y avait plus d'essence, et chacun pouvait parler avec n'importe qui. Et l'avantage d'avoir été Mao, c'est que nous allions dans les rues, nous collions des affiches au mur, et nous écrivions les affiches, c'est des azibao, donc les gens s'attroupaient et nous discutions avec eux. Malheureusement, nous disions des bêtises, mais ce fut un moment d'intense discussion collective. Et alors, je voulais vous dire autre chose. Le climat s'est considérablement durci, car il y a 2 ans, je suis allé voir l'Agora nocturne de Nuit debout. Je me disais, enfin, c'est la République, je connais, j'ai envie de savoir, j'ai pas envie que mon information soit filtrée par les chaînes d'infos continues. J'y vais, j'ai été expulsé dans des conditions extrêmement désagréables. J'étais avec mon épouse, je me suis fait cracher dessus. Et qui m'a téléphoné le lendemain matin pour dire son indignation? Daniel Cohn-Bendit, ainsi que Romain Goupil. Il n'en revenait pas de cette attitude, de ce sectarisme et de cette violence. Cela étant, ma référence n'est pas 68. Ma référence, c'est la période, la courte parenthèse antitotalitaire que nous avons vécue dans les années 70 sous le choc de la dissidence. À ce moment-là, tout le monde parlait vraiment avec tout le monde. Or, cette parenthèse s'est refermée depuis l'arrivée et la montée du Front National. L'antiracisme a pris le relais de l'antifascisme et quand on ne suit pas la ligne, alors on est immédiatement traité de raciste. On va en reparler, mais juste pour en terminer avec mai 68, ne pensez-vous pas que le Alain Finkielkraut ou ses camarades de l'époque, s'il avait été confronté à un intellectuel plus âgé, comme c'est arrivé d'ailleurs à l'époque, à des gens comme Ricoeur ou à Aron, qui a été quand même maltraité à l'époque, est-ce que vous n'auriez pas, vous aussi, Alain Finkielkraut, maltraité vos aînés ? Bien sûr, c'est très possible, si vous voulez. Nous méprisions les anciens, les vieux et la vieille culture, c'était clair, c'était un des mots d'ordre les plus effrayants de 68, et peut-être que l'homme que je suis aujourd'hui aurait été malmené en 68. C'est fort possible. Mais justement, c'était un gros moment mimétique, 68. Nous avions cessé d'imiter les aînés et nous nous imitions les uns les autres. Lyrisme grégaire, voilà comment je considère 68 aujourd'hui. Et je me suis personnellement arraché à ma tribu, à la gangue générationnelle, quelques années plus tard, non pas par la simple force de mon intelligence, mais parce que j'ai lu des livres, j'ai fait des rencontres qui m'ont aidé à penser vraiment par moi-même. Mais alors, à l'époque, je ne sais pas si vous aussi vous repreniez le slogan « Nous sommes tous des juifs allemands », mais d'une certaine manière, on assiste aujourd'hui au triomphe de ce slogan, puisque la considération pour les victimes est l'un des traits de notre époque, et c'est le signe, Alain Finkielkraut, que le message de mai 68 a porté. Non, je ne dirais pas cela, parce qu'aujourd'hui on ne dit pas « nous sommes tous des juifs allemands », on dit « nous sommes tous des migrants », sans faire la distinction entre les uns et les autres, et en pratiquant le déni de l'antisémitisme du jour. Vous avez reçu Gérard Noiriel à ce micro. Absolument. Pour lui, l'islamophobie prend le relais de l'antisémitisme et Zemmour, qui légitime une forme de délinquance dans la pensée,
si j'en crois l'entretien qu'il a donné au Monde, Éric Zemmour est le nouveau Drummond. Il se trouve que j'ai été attaqué, enfin plutôt injurié, boulevard Montparnasse, lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Mon principal insulteur disait « La France, elle est à nous ». Mais c'était pas la France aux Français, c'était pas un émule de Drummond. Il brandissait son kéfier et il était islamiste. Voilà ce qu'il me disait, et il me disait « Va à Tel Aviv, sale mère de sioniste ». C'est cet antisémitisme-là que rencontrent les Juifs, qui sont contraints, comme l'a dit Édouard Philippe, le Premier ministre, à une alia intérieure, parce qu'il y a nombre de villes ou de communes où ils ne peuvent plus vivre aujourd'hui, notamment en Seine-Saint-Denis, et c'est une situation que précisément les antiracistes contemporains, l'antiracisme officiel ne veut pas voir. Sinon, on ne ferait pas on ne pratiquerait pas cette analogie entre un juif et Drummond. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, Alain Finkielkraut. Effectivement, Gérard Noiriel fait un parallèle entre Éric Zemmour et Drummond, pas un parallèle intégral, mais vous-même, vous êtes en désaccord, je crois, avec Éric Zemmour. Vous l'avez reçu dans Réplique. Peut-être faut-il rappeler les désaccords que Mais bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, en disant cela, vous êtes très gentil. Vous me protégez des amalgames. Mais c'est vrai, j'ai des désaccords avec Zemmour. Dans mon livre « La seule exactitude », je reviens sur le suicide français et je parle, je dis ce que ce livre a d'intéressant, mais je parle aussi des divagations d'Éric Zemmour, notamment concernant la question des femmes. Sa nostalgie de la femme au foyer n'est pas du tout la mienne. Et j'ai une divergence plus grave autour de Pétain. Dans Le Destin français, qui aussi présente des passages intéressants, Zemmour se livre à une réhabilitation partielle de Pétain qui m'a désolé et qui m'a même ulcéré. Et je le lui ai dit au micro de Réplique, parce qu'il était invité avec Paul Thibault, mais moi-même, je ne me contentais pas d'animer leur débat, je participais au débat, mais justement, je suis d'autant plus à l'aise, si vous voulez, pour dire maintenant qu'on ne peut pas parler à son propos de délinquance de la pensée. Mais c'est très intéressant parce que si on parle de délinquance de la pensée, ça veut dire qu'on incarne soi-même la police de la pensée. Et il était question du monde tout à l'heure. C'est très intéressant, le monde. Moi, oui, Camille Magnard en a parlé. Oui, il en a parlé. Il évoquait Daniel Kretinsky qui a repris. Que les journalistes du monde défendent leur indépendance. C'est tout à fait légitime, c'est même nécessaire. Un grand nombre d'intellectuels ont signé en soutien au journal Le Monde. Mais c'est Le Monde qui fait ce titre. Éric Zemmour légitime une forme de délinquance dans la pensée, délinquance en caractère gras, énorme. Ils reprennent les propos de Gérard Noiriel. Oui, ils reprennent, mais délinquance en caractère énorme. Et là, c'est très embêtant. Parce que Le Monde défend, les journalistes du Monde défendent leur liberté, mais précisément, si ils parlent de délinquance de la pensée, s'ils assument ce terme, c'est pour dire eux-mêmes qu'ils font la police. Et s'ils font la police, si leur liberté consiste à faire la police, ça veut dire que leur liberté peut menacer la liberté de penser. Et là, nous avons un véritable problème. Oui, mais là aussi, si on poursuit ce que vous avez reproché à Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, il y a aussi l'idée que quelqu'un qui défend Pétain, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu une défense de Pétain, une défense de cette nature, que celle-ci soit le fait d'un juif, vous qui avez écrit Le Juif imaginaire, tout de même, qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens dans 2 ou 3 siècles mais d'abord, il reprend une thèse connue, celle de l'épée et du bouclier. Il dit que Pétain a plus protégé les Français et même les Juifs que ne l'aurait fait une occupation directement allemande. Voilà sa thèse. Je la juge erronée. Je suis blessé même par ce qu'il écrit, mais je n'aime pas que l'on parle de délinquance. Et puisque vous dites que j'ai apporté le livre de Jacques Julliard, ben j'ai bien fait de l'apporter. Allons-nous sortir de l'histoire. Je ne voulais pas vous embêter. Non. Je voulais décrire le décorum qu'il y a autour de vous lorsque vous arrivez dans un studio. Voilà ce qu'il écrit. Dans son éditorial de Libération, Laurent Geoffrin a tenu à souligner que messieurs Finkielkraut et Zemmour n'ont pas la responsabilité directe, le mot figure textuellement, dans un éventuel retour de la violence fasciste.
C'est très généreux de sa part. Merci pour eux. Tout au plus contribue-t-il à créer une atmosphère, ajoute-t-il, favorable à cette résurgence. À la place des intéressés, je me sentirais tenu de renvoyer l'ascenseur à Laurent Geoffrin en précisant avec la plus grande netteté qu'il n'a de son côté aucune responsabilité directe dans le terrorisme islamique. C'est très juste et très bien. Parce que quand même, à la fin de son entretien, Gérard Noiriel nous explique qu'il y a une forme de responsabilité d'Éric Zemmour et Renaud Camus dans l'attentat de Christchurch et celui d'Andreesbury. Des attentats vraiment commis par des suprématistes blancs. Donc ça va vraiment très loin. Et encore une fois, je déteste l'amalgame qui est fait entre Zemmour et moi, mais je ne veux pas d'une police de la pensée en France. On va revenir là-dessus. Vous allez trop loin, trop vite. Alors j'ai du mal à vous suivre. Alain Finkielkraut, sur Le Monde. J'ai vu effectivement, il y a eu une déclaration de nombreux intellectuels français signant pour l'indépendance du monde. Vous ne l'avez pas signé. Non, je ne l'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Je soutiens ce combat. Je soutiens ce combat. Si en effet le patron interdit au monde de réfléchir aux questions écologiques, ce serait très grave, ce serait absolument scandaleux. Mais si je ne l'ai pas signé, c'est notamment à cause de ce terme de délinquance de la pensée et de ce mot délinquance en caractère gras. Cela me gêne, cela m'inquiète. Je pense, si vous voulez, que l'indépendance est nécessaire, mais il en va du journalisme comme de la justice. On dit que la justice doit être indépendante, qu'elle ne doit pas être soumise au pouvoir politique. Reste que, comme l'a dit Dupond-Moretti, elle peut être très politisée elle-même et sécréter un sectarisme intérieur. C'est quand même le cas avec le mandat de dépôt contre Patrick Balkany lors de son dernier procès. Que Patrick Balkany soit un voyou, je ne le nie pas. Mais c'est allé extrêmement loin, c'est-à-dire c'est une justice vous pensez que c'est qui risque de devenir justicière. Et je ne veux pas de justicier. Et juste là-dessus. Il ne faut pas... Il faut faire un usage intelligent de l'indépendance. L'indépendance, ça se mérite. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce mandat de dépôt prononcé à l'encontre de Patrick Balkany est le signe d'une justice politique, par exemple? C'est une justice... Ah, bien sûr. Je pense d'ailleurs que le président du tribunal avait un agenda, qu'il avait pris sa décision avant même le procès. Je pense en effet... Une lourde accusation, parce que Patrick Balkany a commis un certain nombre de délits. Mais bien entendu, mais le mandat de dépôt ne se justifiait en aucun cas. Peur de la fuite, dit le président. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Donc, mais d'autres décisions témoignent, si vous voulez, de la présence d'une certaine idéologie parmi les juges. Je ne dis pas les juges en général, mais au moins une partie des juges. Et donc, on ne peut pas s'en tenir simplement à la défense de l'indépendance, parce que si vous voulez, le sectarisme règne dans notre société, si le débat se durcit, ce n'est pas du fait de la mainmise du pouvoir politique. Le pouvoir politique est faible aujourd'hui en France. On se retrouve dans quelques instants. On va avoir beaucoup de sujets à aborder parce que vous avez ouvert de nombreux tiroirs et on va tenter de les évoquer, de l'attentat de Christchurch à un certain nombre de vos amitiés. On reparlera également de Milan Kundera et puis de Michel Foucault. J'y tiens puisque vous évoquez les contacts que vous avez eus avec lui, avec le philosophe, dans À la première personne, l'ouvrage que vous publiez aux éditions Gallimard. 8h, bon réveil à tous. Les matins de France Culture, 7h, 9h, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, Alain Finkielkraut. Vous publiez À la première personne, un ouvrage autobiographique publié aux éditions Gallimard. Vous êtes intellectuel, philosophe, vous êtes également producteur sur cette chaîne, sur France Culture, avec l'émission Réplique. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Seyss et plus généralement, votre point de vue sur Emmanuel Macron, Alain Finkielkraut, sachant que dans ce livre À la première personne, il est très peu question finalement du personnel politique. Oui, en effet, mais il est tout à fait juste de dire qu'aujourd'hui, tout doit être mesurable et quantifiable. Nous vivons sous le gouvernement ou la gouvernance des nombres, comme l'a très bien dit Alain Supiot. Simplement, là, il y a quand même un problème.
comment va-t-on mesurer le « en même temps » de Macron, même avec une très belle machine, si vous voulez. Parce que Macron, son « en même temps », Emmanuel Macron, est un président extrêmement talentueux. Nous devons le dire d'abord. Il nous impressionne. Et après la période François Hollande, ça fait plaisir à tout le monde, même à ses adversaires. Simplement, son « en même temps » donne la migraine. Il défend en même temps la laïcité et une certaine forme de communautarisme. Et là où je retrouve la mesure et la quantification, c'est dans la vision économique du monde d'Emmanuel Macron. Je le cite, « Si le communautarisme, notamment religieux, a prospéré, c'est bien sur les ruines de nos politiques économiques et sociales. La société statutaire sans perspective de mobilité a créé le désespoir social. » Et le désespoir social crée le terrorisme. Je crois que... Donc, le problème est économique et la solution est économique. Non, le terrorisme ne vient pas de là, ou pas exclusivement de là. Le séparatisme d'une partie de la population n'est pas lié aux problèmes économiques. On a rénové ce qu'on appelle les quartiers sensibles, on a dépensé des milliards d'euros, le problème continue, et François Hollande, justement, s'inquiétait de la partition possible du territoire. Et donc là, je dois dire que la politique a de plus en plus de tendance, toutes opinions confondues, à se mettre au service de l'économie. Il importe qu'elles se mettent aussi au service de la population. L'insécurité culturelle d'un grand nombre de Français... Qu'est-ce que c'est l'insécurité culturelle? Alors c'est très facile. C'est Edgar Quinet qui en parle. Déjà, si j'ose dire. Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, mais d'y vivre et de ne rien trouver de ce qui le faisait aimer. C'est ce sondage qui est paru, je crois, hier. 64% des Français se sentent moins chez eux qu'avant. Voilà l'insécurité culturelle. On ne peut pas la réduire à une insécurité économique. Il faut la traiter en tant que telle, avec une autre politique migratoire, une autre politique d'intégration. Et je crois qu'Emmanuel Macron... commence à en prendre conscience. Il est arrivé avec une vision économique du monde, mais comme c'est un homme extraordinairement intelligent, il voit que cette vision a ses propres limites. Justement, à la première personne, finalement, l'un des points communs à ce trajet qui est malgré tout un trajet représentatif d'une génération, puisque cela débute avec mai 68, et là vous êtes maoïste, à la période actuelle où on vous colle l'étiquette de réactionnaire et vous vous expliquez sur cette étiquette, Alain Finkielkraut. L'un des points communs, c'est l'universalisme qui a toujours été votre... bataille, ou en tout cas l'une des utopies que vous poursuivez. Peut-on dire cela ainsi, Alain Finkielkraut? Écoutez, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à penser par moi-même tardivement. Mais dans l'adolescence et dans la jeunesse, on ne pense pas par soi-même. C'est un âge mimétique, je l'ai dit. Et on le voit aujourd'hui avec la manière dont les jeunes se saisissent du problème de l'écologie, qui ressemble beaucoup au marxisme d'autrefois, c'est-à-dire l'écologie dit le vrai, hein, c'est la science l'appuie, et elle dit le juste. Et face à eux, il n'y a donc que des méchants. Ce manichéisme, ce simplisme, je l'ai connu avec un autre discours. Je m'en suis sorti tardivement, mais pas tout seul. Notamment à l'aide des penseurs d'Europe centrale et le plus grand d'entre eux pour moi, Milan Kundera. Mais justement, ce que Kundera m'a fait découvrir, c'est l'existence d'une identité européenne. Le mot identité, je l'ai découvert chez lui. Et donc, je ne suis pas simplement un universaliste, je défends aussi la particularité française, la façon française d'être laïque, qui n'est pas nécessairement universalisable, mais qui doit valoir en France. Et je défends aussi l'identité européenne, la civilisation européenne, ce mode de vie européen qui a tant scandalisé récemment le parti médiatico-politique parce qu'on a voulu donner ce nom à ce libellé à un poste de commissaire. Parce qu'on a considéré que c'était discriminatoire. Oui, mais c'est mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est génial. C'est-à-dire, premièrement,
le mode de vie européen ne doit pas être protégé, il va très bien. Deuxièmement, il n'existe pas. Il n'y a pas de mode de vie européen, il n'y a que des valeurs européennes, et c'est la tolérance et l'hospitalité. Ce n'est pas vrai. Et ça n'a rien de discriminatoire. C'est une manière de dire, l'Europe, c'est quelque chose, c'est une civilisation, et ceux qui y arrivent doivent s'intégrer à cette civilisation. Cela n'a rien de discriminatoire. C'est discriminatoire selon une conception de l'égalité qui pénalise, qui criminalise la préférence que les Européens pourraient éprouver envers leur propre culture. Et cela ne mène qu'au pire. Mais justement, est-ce que il n'y avait pas des arrière-pensées Non. Bah oui, alors, c'est-à-dire, on fait le jeu de l'extrême droite, mais c'est ce qui me tombe dessus moi-même, si vous voulez. C'est-à-dire, à partir du moment où vous regardez la réalité en face, vous faites le jeu de l'extrême droite, donc vous êtes étiqueté, réactionnaire et raciste. Faire le jeu de l'extrême droite aujourd'hui, c'est précisément s'enfermer dans le déni, parce qu'on lui abandonne l'inquiétude existentielle d'un certain nombre de gens. Il ne faut surtout pas faire ce cadeau à l'extrême droite. Et vous écrivez dans le livre que vous publiez à la première personne, Alain Finkielkraut, « L'alliance contre mon nom d'une élite sophistiquée, d'une populace échevelée, me donne envie de jeter l'éponge. J'accepte la polémique, je ne crains pas la contradiction, mais le reste, c'est-à-dire les avanies des porte-paroles déshumanisés de l'humanité souffrante, je n'arrive pas à m'y faire. » Eh oui, parce que, en effet, je me fais traiter de sale mère de sioniste dans un défilé de gilets jaunes. Je n'incrimine pas tous les gilets jaunes. Ils étaient une quinzaine quand même, mais enfin bon. Et c'est Alain Badiou qui écrit de moi après cette agression. Académicien du suprématisme occidental, venu des profondeurs abyssales de la pire réaction, voilà comment il me qualifie, et il assure de son soutien amical toutes les victimes, directes ou indirectes, de la jactance du parasite haineux des manifestations progressistes. Voilà comment parle un professeur émérite à la rue d'Ulm. Et je dois dire que j'ai dû faire, quelques semaines après, une conférence à Sciences Po sous protection policière. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être invité à l'école normale supérieure ou à l'école des hautes études en sciences sociales. Si je l'étais, des étudiants chahuteraient ma conférence et m'empêcheraient même de parler. Voilà la situation. C'est donc l'élite, l'alliance en effet, d'une élite sophistiquée et d'une populace échevelée. Et cela, oui, peut me donner envie de jeter l'éponge. Je peux me dire, j'en ai marre. Mais voilà, je résiste à cette tentation. Et dans mon livre, je cite Léon Werth, l'ami de Saint-Exupéry, le 21 octobre 1940, il écrit « Je tiens à une civilisation à la France, je n'ai pas d'autre façon de m'habiller, je ne peux pas sortir tout nu. » C'est les débuts de l'occupation. Ben c'est pareil, moi je tiens à cette civilisation, je n'ai pas d'autre façon de m'habiller et je veux marquer aussi ma reconnaissance. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme Alain Badiou, parce que finalement le point de départ d'Alain Badiou et le vôtre, c'est le même, vous étiez maoïste mais tous lui, les deux. Il est resté. Justement, pourquoi ? Pourquoi l'est-il resté ? Invitez-le. Je ne sais pas. Mais Frédéric Lordon, qui est un autre intellectuel de la mouvance radicale, a dit de moi que j'étais un des porte-paroles les plus notoires de la violence raciste identitaire. Et ça, c'était pour justifier mon expulsion de Nuit debout. Donc, cette violence-là est très pénible, mais il est plus pénible encore de voir des intellectuels applaudir. Et c'est une situation, si vous voulez, qui n'est pas nouvelle, mais que moi, je n'avais jamais cru connaître et vivre personnellement. Dans ce livre, celui que vous publiez aux éditions Gallimard, la première personne, vous revenez sur vos amitiés littéraires. Vous avez parlé de Milan Kundera. On écoute la voix du romancier. La plaisanterie, ça signifie pour moi, pour ce roman, une certaine catégorie de la vie en général. Parce que le caractère de notre histoire était assez drôle
Et d'après mon avis, il a un caractère tragique-grotesque. Nous avons vécu vraiment une grande plaisanterie de l'histoire. Alors, c'est autre sens de cette notion, la plaisanterie. Peut-être on peut dire aussi la blague. J'ai réfléchi beaucoup si c'est mieux dire la plaisanterie ou la blague. La voix de Milan Kundera, l'auteur notamment du livre Du rire et de l'oubli. Il faut rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent, Alain Finkielkraut, qui il est et comment ce romancier est pour vous quelqu'un qui vous a aidé à penser le monde. Oui, il m'a guidé. Milan Kundera est donc un romancier tchèque qui est devenu célèbre en France au moment de la parution de La Plaisanterie, car le livre a été publié quelques jours, je crois, après l'écrasement du printemps de Prague, avec une préface très belle au demeurant d'Aragon. Alors, c'est intéressant, si vous voulez, parce que le gauchisme, d'un côté, était un hyper-communisme, mais c'était une critique du communisme réalisé, ce qui fait que la France, et les 68 arts aussi, ont été réceptifs à la plaisanterie, sans nécessairement en comprendre le message dans son intégralité. Et Kundera est venu en France en 1975, il a d'abord vécu à Rennes, puis à Paris, et c'est un romancier immense qui n'a pas reçu le prix Nobel. Des campagnes ont été menées contre lui de la part de certains dissidents, je crois, qui ne lui pardonnaient pas d'être venu en France, qui enviaient son succès. Et comme Philippe Roth, il a dû pâtir de son absurde réputation de misogyne. Donc, il y a un grand scandale de la deuxième partie du XXe siècle, c'est que le prix Nobel n'ait pas été attribué aux deux plus grands romanciers, c'est-à-dire Philippe Roth et Milan Kundera. Il faudrait délocaliser le Nobel. La Scandinavie, c'est un véritable problème. Et puis, mais si vous voulez, ce qui importe dans ces livres, c'est qu'il a voulu conjuguer l'essai et le roman. Ce sont des romans qui pensent. Je songe à l'insoutenable légèreté de l'être, à l'immortalité, aussi à ce recueil magnifique qu'est le livre du rire et de l'oubli. Et je songe aussi à un texte qu'il a publié en 1983, l'Occident kidnappé, un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. Pour moi, c'était une révolution intérieure, de ma géographie intérieure. Qu'un Occident soit kidnappé, c'était pas possible. L'Occident, c'était la puissance. Eh bien non. Et il a montré que le soviétisme n'était pas réductible au totalitarisme. Il y avait un affrontement du totalitarisme et de la démocratie, mais il y avait aussi un choc de civilisation entre cette Europe centrale, brutalement rapatriée à l'Est, et la civilisation russo-soviétique. C'est là, justement, qu'il défend et définit l'identité nationale et l'identité européenne. Aujourd'hui, on veut opposer l'Europe et la nation. Lui, dans un Occident kidnappé, il sait penser les deux ensemble et penser l'Europe comme civilisation à l'heure où on ne la pense que comme construction, faite de normes et de procédures. C'était pour moi un réveil salutaire. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de romanciers, d'hommes de lettres vous ont aidé à penser? Alors, il y a Kundera, il y a Péguy, il y en a d'autres, Alain Finkielkraut. Pourquoi penser à partir de textes en prose, plutôt dans le domaine littéraire? Non, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres que je tiens toujours ouverts devant moi, auxquels je suis ramené souvent. Et parmi ces livres, il y a des ouvrages de philosophie. Il y a Heidegger, auquel je consacre un grand nombre de pages de mon livre. Il y a Lévinas, il y a Hannah Arendt. Ce sont les trois principaux, si vous voulez. Mais ce que Kundera m'a aidé à comprendre, c'est que les romans ne sont pas des purs objets de divertissement. Les grands romans pensent le monde et nous éclairent sur la condition humaine. Alors, bien sûr, Kundera, mais aussi Philippe Roth, mais aussi Proust, mais aussi Henry James. Quant à Péguy, c'est un immense philosophe, ce que Hannah Arendt, Walter Benjamin et Gilles Deleuze ont reconnu, sauf que il travaillait par quinzaine. Il a choisi
le journalisme. Il a fondé les Cahiers de la Quinzaine. Ses plus grands textes sont des textes écrits pour les Cahiers de la Quinzaine, et notamment notre jeunesse. Et donc, il faut savoir saisir sa philosophie dans son effort pour penser le temps présent, pour penser la modernité. Vous révélez également les échanges que vous avez eus avec Michel Foucault dans la première personne. Comment ça s'est déroulé, Alain Finkielkraut? Alors, Michel Foucault, si vous voulez, j'étais aux États-Unis, nous avions publié Le Nouveau Désordre Amoureux avec Pascal Bruckner, et puis tout d'un semaines après la parution, Bruckner me téléphone à Berkeley, et il me dit, Foucault m'a appelé, et il a adoré le livre. Alors j'ai sauté au plafond, je me suis fait de la trampoline sur mon lit, et j'ai pas dormi la nuit, parce que Foucault, à l'époque, si vous voulez, il cumulait tous les prestiges. Un savoir sans limite, la profondeur philosophique, et aussi la radicalité. Donc, il était tout pour nous. Et je l'ai rencontré au retour de mon voyage. Une amitié est née, ce qui embête beaucoup ces épigones actuels. Donc, il m'élimine à peu près, ou il me marginalise dans les biographies de Foucault, notamment Didier Ribon. Et il a créé une petite cellule pour le Corriere della Sera, reportage d'idées. Qu'est-ce que ça veut dire, reportage d'idées? Des intellectuels se rendent dans les pays où ils voient émerger des idées. Et Foucault était passionné par les libéraux libertaires américains. Et donc, il m'a demandé d'aller faire un reportage d'idées sur cette question-là. Je suis allé avec Benny Lévy faire un reportage sur la normalisation. Benny Lévy qui était... voilà. Alors, lui aussi a eu un trajet, il est parti du maoïsme, voilà, et il est arrivé au talmudisme. Voilà. Et nous sommes allés ensemble faire un reportage en Égypte et en Israël sur la normalisation, la logique de paix qui s'instaurait là, etc. Et c'est par Foucault que j'ai rencontré Kundera, parce que j'ai proposé à Foucault une interview de Kundera pour sa petite cellule, il a accepté, etc. Et je parle de Foucault parce que j'ai eu avec lui des conversations merveilleuses. Absolument. Vous parliez de quoi ? Absolument crépitante, de tout, de ce que je faisais, de l'actualité, quand je préparais l'avenir d'une négation, etc. C'était un homme d'une très grande générosité dans la conversation. Et je n'ai jamais été influencé par sa pensée, mais j'admire infiniment l'effort qu'il a fait pour échapper à son propre système. À la fin de sa vie, quand il a voulu, son système c'était de réduire tous les rapports à des rapports de pouvoir, et là tout d'un coup il a voulu élaborer une histoire de l'éthique. Ses derniers séminaires, notamment celui sur la parésia, le parler vrai, en témoignent, et je suis très sensible à ce mouvement, parce qu'il n'est pas donné à tous les penseurs de scier les barreaux de leur propre système. Mais alors, parce que là aussi il faut rappeler que Foucault vous écrit à la suite d'un ouvrage que vous publiez avec Pascal Bruckner, vous l'avez dit, Les Nouveaux Désordres Amoureux, ouvrage dans lequel vous fustigez une forme de panérotisme dans le sillage de mai 68. Vous dites que le sexe est trop présent. Et vous avez, vous, Alain Finkielkraut, une interprétation personnelle de Rousseau, avec un passage qui pour vous est particulièrement éclairant, où celui-ci évoque une scène tendre, qui n'est donc pas une scène... sensuelle, et c'est justement ceci que vous appréciez, Alain Finkielkraut. Non, c'est une scène sensuelle, mais qui n'aboutit pas. Vous le dites mieux que moi. Au coït. Si vous voulez, nous ne fustigeons pas le panérotisme, nous nous en prenons à l'idée de libération sexuelle, de révolution sexuelle, et nous tâchons aussi de réhabiliter l'amour, si vous voulez, parce que le sexe, c'est un peu comme l'économie pour le marxisme, le sexe étant déterminant en dernière instance, à l'époque de 68, tout était ramené à cette libido originelle. Et dans le chapitre La formule Je t'aime, nous montrons ce que l'amour sentimental peut comporter de singulier et d'autonome. Donc voilà, et j'avais écrit un article avant Nouveaux amoureux qui s'intitulait « Bêtises de Rousseau », où celui-ci défendait contre les libertins qui le jugeaient ridicule,
un récit non canonique du désir, si vous voulez. En effet, des émois qui en restaient aux premières caresses sans nécessairement aller jusqu'au bout. Donc j'ai jamais plaidé pour qu'on en revienne à cette vision rousseauiste de l'amour, mais j'ai plaidé avec Bruckner, contre l'idée comme ça, un peu facile, un peu sommaire, de libération sexuelle. Vous restez avec nous. Je vois que mes camarades prennent des notes parce que, toute cette interprétation de Rousseau ne leur est pas naturelle, surtout à Hervé Gardette qui, lui, a la fibre rousseauiste, puisque chaque jour, il fait sa transition écologique, ici même. De quoi allez-vous parler aujourd'hui ? C'est un peu le drame de ma vie d'en être resté à cette approche rousseauiste des rapports amoureux. Ce matin, tant qu'il y aura du pétrole. Mathilde Serrel. À quoi reconnaît-on une époque inquiète ? Son contrôle des livres pour enfants. Et enfin Aurélien Bélanger. Une étude passionnée des comédies françaises.